Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir une petite explication linéaire qui portera sur le Barbier de Séville, acte 1, scène 2. Voilà, donc c'est dans le parcours associé et pas dans l'œuvre intégrale qui est le mariage de Figaro. Voilà. Alors, l'introduction. Vous commencez par une petite introduction. Quand vous passerez à l'oral, vous commencez par présenter l'auteur, qui est Beaumarchais, 1732-1799. Il a eu une vie aventureuse. C'est un écrivain, dramaturge, aventurier, espion, marchand d'armes. C'est l'auteur de comédies à portée souvent contestataire. Et le saviez-vous? On répète exactement la même chose, mais c'est pas grave. Beaumarchais, 1732-1799. C'est un écrivain français dramaturge, musicien, homme d'affaires et éditeur de Voltaire, mais également espion. Le saviez-vous? Bon, en fait, là, oui, c'est mal fait l'introduction, mais c'est pas grave. En fait, on voit, bon, ça répète la même chose. Mais ce qui est génial, c'est que ça répète, mais c'est pas tout à fait le même métier. Là, on voit qu'il est aussi musicien. Hein. Il est vraiment génial. Donc, Beaumarchais faisait partie des Lumières. Il est à l'origine de la première loi en faveur du droit d'auteur et le fondateur de la Société des auteurs. Ok, ça c'est présentation de l'auteur. Ensuite, présentation de la pièce. C'est le Barbier de Séville, 1775. C'est la première pièce du roman de la famille Almaviva. Donc il y a deux autres épisodes. C'est le mariage de Figaro, qui est sorti en 1784 et pour 1781, ouais. Et la mère coupable, 1792. Donc en fait c'est quasiment la préquelle, hein, le Barbier de Séville. Hein. C'est Figaro Begins. Hein. Dans ce premier épisode, nous faisons la connaissance des deux personnages principaux. C'est Figaro, le valet, et le comte, son maître. Donc, contexte, Figaro il a rencontré le comte après un long moment sans se voir. Il tente de monter un stratagème pour obtenir l'amour de Rosine, qui est convoitée par le comte, mais gardée par un vieux barbon qui s'appelle Bartholo. Ok, donc ça c'est la situation de base. Il rappelle pas mal d'ailleurs l'école des femmes de Molière. Donc si sur l'ensemble de l'extrait le temps de parole est à peu près égal, Figaro est celui qui mène la danse. Il répond aux questions, il a réponse à tout, il est le plus vif, il a déjà plusieurs coups d'avance sur le projet du comte. Alors le comte, lui, il a plutôt le rôle de l'amoureux, exigeant et impatient. Figaro, en effet, là, il s'amuse à retarder, pour jouer, hein, la révélation de certaines informations importantes. Et l'information importante, ici, c'est qu'il habite la maison de Bartholo. Et c'est l'homme de confiance de Bartholo. N'oubliez pas de faire la lecture du texte quand vous passerez à l'oral. Mettez-y du cœur. Donc, problématique, comment nous est montré le caractère vif et impertinent de Figaro? Une autre problématique est possible. Comment dans cette scène, les personnages se donnent-ils la réplique de manière dynamique et amusante? J'ai mis deux problématiques. Les deux problématiques marchent très bien. La première est plus centrée sur Figaro, la deuxième plus sur les deux personnages. N'oubliez pas, quand vous dites la problématique, de ralentir un petit peu, histoire que l'examinateur la note. Si vous allez trop vite, ben, il ne va pas comprendre. L'annonce du plan, nous avons deux parties dans l'analyse. La ligne 1 à 18, c'est la description contrastée de Bartholo par Figaro. Et de la ligne 19 jusqu'à la fin, c'est le coup de théâtre. En fait, depuis le début, ben, voilà, Figaro logeait chez le comte. La situation change, les relations entre Figaro et le comte évoluent, et on a la reconnaissance du comte envers Figaro. Là aussi, quand vous dites le plan, allez-y doucement, que l'examinateur ait le temps de noter tout ça. Première partie, Figaro dresse de Bartholo un portrait peu compréhensible. Alors, dès le début, on a un comte qui est impatient, dans la ligne 1 et 2. Il montre son impatience, avec des tournures qui expriment la nécessité. Ah, il n'y a pas un moment à perdre. Ah, il faut m'en faire aimer. Il pose la première question, et c'est la première d'une longue série de questions. Tu connais donc ce tuteur? Et de la ligne 3 à 8, Figaro donne des réponses ambiguës qui retardent par jeu l'apport d'informations. Alors, tu connais donc ce tuteur? Réponse de Figaro, comme ma mère, ligne 3. Ok, on est très avancé là, merci Figaro. C'est la première réplique de Figaro dans cette scène.
ça annonce une suite de répliques ambiguës qui sont soit trop courtes, comme ma mère, nul, ou trop longues, voir les énumérations, ligne 5 et 6 ou ligne 8. Bah, comme ma mère, c'est une réplique pas très informative. Et d'autant plus que Figaro, il est orphelin. Donc quand je le connais comme ma mère, oui, mais tu la connais pas ta mère. Donc voilà, donc franchement, on n'est vraiment pas du tout avancé là. Bon, donc le conte le relance, il pose une question simple, quel homme est-ce? Et la réponse est inutilement compliquée. Passez bien du temps sur cette réplique puisqu'elle est assez riche à analyser. Lignes 5 et 6. C'est un beau, gros, court, jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette et furette et gronde et geint tout à la fois. Ok. On a une accumulation pêle-mêle d'adjectifs courts. On a une asyndète et une polysyndète. C'est-à-dire que l'asyndète, c'est la figure de style qui consiste à ne pas mettre de mots de liaison entre les différentes parties. C'est un beau, gros, court, jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé. Là, on a une asyndète, il n'y a pas de conjonction pour relier tout ça. Juste après, on a une polysyndète qui guette et furette et gronde et geint tout à la fois. C'est-à-dire qu'on a une répétition de la conjonction de coordination et on a une surrépétition, il y en a trop en fait. Donc déjà, la phrase là, elle est un peu bizarre au niveau grammatical, là c'est un peu foufou là. D'accord. On a une suite d'allitérations. Allitération en gueux, gros, gris, guette, gronde. Allitération en re, gros, court, gris, rusé, rasé, furette, gronde. Une allitération en z, rusé, rasé, blasé. On a une allitération en t, guette et furette, tout à la fois. Donc effectivement, c'est une phrase assez là-dessus. On continue toujours. On a une antithèse entre gronde et geint. Effectivement, entre gronde et geint. On a une paronomase, qui est le rapprochement de deux mots de sens. Qui est un rapprochement de deux mots de prononciation voisine. Rusé, rasé. On a une homéotéleute. À l'oral, essayez de ne pas trébucher sur le mot parce qu'il est un peu compliqué. Homéotéleute, qui est la répétition du même son en fin de mot. Rusé, rasé, blasé. Donc du coup, face à cette réponse pas très claire, le conte s'impatiente. Il est impatienté. C'est une didascalie qui reviendra plus loin d'ailleurs, à la ligne 22. Donc oui, mais l'impatience, c'est le trait de caractère du conte. Il veut tout de suite. C'est une impatience qui s'exprime aussi par l'interjection. Et le fait que la question n'ait plus de verbe. Son caractère. Et là, Figaro répond avec une autre réplique pas très claire non plus. Ligne 8. Brutale, avare, amoureuse et jalouse à l'excès. C'est déjà difficile à dire. Et on a une suite disparate d'adjectifs, une accumulation, qui sont liés par une assonance en A. Brutale, avare, amoureuse et jaloux à l'excès. Et des allitérations en sifflantes, les Z. Amoureuse et jalouse à l'excès. Mais on peut vraiment se demander, mais voilà, on a plein d'adjectifs, on ne sait pas trop quoi en faire, mais quel genre de vieillard est-ce? Donc finalement, on a un portrait incompréhensible du vieillard. On a un mélange de jeunesse et de vieillesse, de beauté et de laideur, d'homme et de bête, puisqu'il est brutal, il furette, c'est un verbe dérivé du furet, il gronde comme un animal. C'est pas très clair, Figaro, il brouille un peu les... Et s'ensuit un jeu de questions-réponses entre le conte et Figaro, de la ligne 9 à 18. On peut quand même noter une certaine complémentarité, voire une complicité entre le conte et son serviteur. Chaque intervention du conte est complétée par son serviteur. Figaro, il y a tout un jeu de questions d'aposiopèse. Ainsi, ses moyens de plaire sont nuls. Cela montre également que Figaro a réponse à tout, devant ses questions et interrogations du conte. Figaro emploie volontiers l'ironie. Sa probité,
tout juste autant qu'il en faut pour n'être point pendu. Sous-entendu, il a juste assez d'honnêteté, il a juste assez d'honnêteté pour n'être pas pendu, donc il est fondamentalement malhonnête. Continue son ironie avec chef-d'œuvre de morale, monseigneur. Pour parler des plans du comte, ouais, mais il n'y a rien de moral à enlever une mineure. Par l'ironie, Figaro démontre à la fois son recul et sa supériorité. Un recul qui s'exprime aussi par la tonalité de maxime. Une maxime, c'est une phrase de présent, de vérité générale, une généralisation. C'est faire le bien public que de punir, etc. Donc, du coup, effectivement, Figaro, il a plus de recul que le comte. Ça, c'est important. La transition. On a vu que c'est un dialogue qui va très 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 vite et qui est très spirituel. Il y a une vivacité et une drôlerie dans la bouche de Figaro. Il y a une impression de vitesse et d'image contradictoire. Et on a une stratégie d'étourdissement à la fois du comte et du spectateur. On a du mal à suivre. Et c'est là où il y a un coup de théâtre. Figaro, en fait, il logeait chez Bartolo. Ah là là. Donc, de la ligne 19 à 24, c'est le coup de théâtre, puisque l'impatience du comte se traduit une fois de plus par une interjection. Diable! Et son tant mieux, ligne 11 et 13, ça se transforme en tant pis, parce qu'il manque un peu de persévérance, ce comte, et de ténacité. Il pose la question d'avoir l'accès chez Bartolo, c'est le signe qui se confie entièrement à Figaro. Et voilà, le coup de théâtre, l'information qu'il avait depuis le début, c'est qu'il est logé chez Bartolo. Donc, Figaro amène tout de suite une longue digression sur la manière dont il manipule Bartolo pour ne pas avoir à payer de l'argent, ne pas avoir à payer son logis. Ça c'est le genre effectivement d'informations que le comte, franchement le comte ça l'intéresse pas du tout. Donc le comte s'impatiente aussi. On retrouve la didascalie impatientée. Et Figaro répond encore par une autre double accumulation, son barbier, son chirurgien, son apothicaire, et un coup de rasoir, de lancette ou de piston. Il montre par là qu'il est absolument indispensable à Bartolo. Mais ça, c'est une information essentielle qu'il avait cachée depuis le début. Il aurait pu commencer par là, en fait. Donc, du coup, le comte, apprenant que Figaro est absolument indispensable et l'homme à tout faire de Bartolo, de la ligne 25 à 31, le comte se réjouit. Il dit, voilà, c'est bien parti, je vais pouvoir avoir Rosine. Et il devient complètement ridicule, en fait, le comte, à ce moment-là. Et Figaro, lui, a toujours son petit détachement. On a deux personnages qui sont sur des plans différents. Le comte, tout d'abord, il est ridicule. On a l'embrasse en didascalie. On a l'interjection « Ah !» On a une gradation hyperbolique. « Tu seras mon ange, mon libérateur, ma divinité tutélaire. » Grosse exagération du comte. Et ça provoque le recul de Figaro. Il a une interjection peste. Et il a un commentaire ironique « Parlez-moi des gens passionnés !» C'est ironique parce que ça veut dire surtout ne me parlez pas des gens passionnés. Ah. Le comte, il continue d'être ridicule par son enthousiasme. Il y a plein de points d'exclamation, il s'adresse à Figaro, conçois-tu ton bonheur? Et Figaro, il fait preuve de recul et d'amusement. Est-ce que je l'adore, moi? Question rhétorique. Sous-entendu, non. Mais il y a une phrase qui sonne un peu bizarrement. C'est le fameux « puissiez-vous prendre ma place ?» Ça prend un nouveau sens quand on pense au mariage de Figaro. C'est justement le comte qui cherche à prendre la place de son valet dans l'épisode 2 là. Mais oui, mais c'est la place de son valet dans le lit conjugal. Donc du coup, je sais pas si Beaumarchais avait l'idée en fait de la suite du mariage de Figaro, mais c'est vrai que ça sonne bizarrement finalement. Ça annonce un petit peu la suite cette phrase. Du coup, le comte et Figaro commencent à penser à un plan pour pouvoir s'emparer de Rosine. Ça, c'est de la ligne 26 à la fin. Le comte montre à nouveau son impuissance, puisqu'il pousse pas beaucoup d'interjections à, si l'on pouvait écarter tous les surveillants pour 12 heures seulement. Et Figaro, lui, il est malin, il montre qu'il a toujours un temps d'avance. C'est ce à quoi je rêvais. Il était déjà en train de faire un plan au moment où le comte était en train de se plaindre. Il a une petite maxime au passage, en occupant les gens, un petit peu d'ironie, quelques moyens innocents. Figaro veut employer quelques moyens innocents, il s'agit quand même de droguer tous les habitants de la maison. C'est moyennement innocent quand même. C'est un peu... Tiens. La conclusion,
Alors, pour la conclusion, vous faites un résumé rapide de ce que vous avez dit. C'est une scène vivace, virtuose, pleine d'esprit. Derrière cela, on a quand même le début de la critique sociale. Figaro est largement supérieur, en esprit et en action, à son maître. Il est plus vif, il choisit de prendre son temps, il a une vraie liberté de ton. Il y a aussi un double rôle dans cette scène, puisqu'il est à la fois adjuvant, aide, il aide le comte, et en même temps, il commande sa conduite par des petites remarques ironiques. Il est à la fois dans l'action, à répondre au comte, et en même temps, il a un petit recul où effectivement, il juge un peu le comte à distance. Donc effectivement, on a une virtuosité du valet qui tient tête à son maître et qui mène la danse, même au service des amours du comte. L'ouverture, le début, ça annonce le début d'une remise en cause du statut du maître, qui culminera dans le monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro, où Figaro, effectivement, jusqu'à maintenant pointait un peu les défauts du maître, mais va carrément l'attaquer très amèrement, finalement. C'est le début, finalement, de l'évolution du personnage. Voilà, si vous dites tout ça, vous avez votre lecture analytique à peu près complète. Voilà, et ça devrait aller pour le Barbier de Séville.